ce que je voudrais dire, c'est que le timing et la posture actuelle du ministre Tiroma est totalement différente de celle des autres. Vous avez un allié proche qui a cheminé avec vous, qui vous a fait faux bond à un moment crucial, c'est-à-dire à la veille des élections, et qui aujourd'hui constitue clairement une menace pour vous et votre parti. On sait très bien que lors de la dernière élection, vous avez perdu beaucoup de voix dans le Grand Nord, et que Bello et Tiroma mis ensemble, en coalisant avec d'autres partis issus du Sud, le RDPC serait en position, en réalité, devrait descendre en dessous de 30%. C'est ce qui vous fait peur. D'ailleurs, vendredi on en parlait encore avec le docteur Patrick Rifoué, l'UNDP également, qui essayait d'organiser un meeting à Mada, mais qui s'est vu interdire ce meeting, alors que le meeting, justement, avait pour but de présenter 700 nouveaux militants. En croire les officiels de l'UNDP, de l'UNDP, 700 nouveaux militants partis justement du RDPC pour rejoindre les rangs de l'UNDP. Oui, tout à fait. Docteur, tu me laisses finir. La frilosité et la fébrilité qui s'est installée au sein du RDPC témoigne de ce qu'une dynamique concertée à la fois de ces partis-là et des partis. Et n'oubliez pas, Léla, outre cette intimidation que l'on voit sur le terrain concrètement, ils pratiquent aussi la division, le débauchage au sein même de ces partis. Nous voyons, bon, c'est une pratique qui est ancienne, qu'ils ont simplement ressuscité à l'occasion pour fragiliser ces partis qui, à mon sens, devraient tenir bon. Et c'est là où je ne suis pas tout à fait en accord avec les propos de M. Guidjol, parce que je crois que le devoir des partis d'opposition à ce stade, c'est de faire bloc et chorus autour de tous les représentants de l'opposition qui sont soit malmenés, soit, je vais dire, injustement traités. Accorder des circonstances atténuantes, nuancées, donnerait du grain à moudre au docteur Ifo et à ses amis qui trouveraient un prétexte valable pour continuer la répression, intensifier leur action. En semaine, j'étais sur le plateau dans une autre chaîne avec le représentant d'un autre parti politique, je ne sais même pas s'il est opportun de le nommer, mais qui était beaucoup plus véhément contre à la fois la candidature de M. Kanto et la sortie de l'évêque. Il a clairement, c'était le représentant du PUS, pourquoi ne pas le nommer? Mais moi, je lui ai demandé, finalement, tu joues à quel jeu? Tu es beaucoup plus véhément à fustiger une sortie qui vise simplement à rétablir une certaine justice dans le pays. Il faudrait, à un moment, que les masses tombent. Moi, je ne soupçonne pas. Le représentant du PUS n'est pas ici pour... Oui. Bon, il se reconnaîtra. C'est documenté. Je sais déjà que le SDF, il y a ce soupçon qui pèse sur vous, de double jeu. Et quand vous tenez ce genre de propos sur un plateau comme celui-ci, ça participe à renforcer ce soupçon-là et à faire croire qu'en réalité, vous n'êtes pas dans une posture d'opposition. Maintenant, sur le plan, là où je pourrais vous rejoindre, c'est quand vous parlez de diversion, potentielle diversion. D'accord, il y a des faits, il y a des choses qui peuvent penser à ce qu'on veut divertir, parce qu'en réalité, qui gagnerait dans la diversion, qui gagne plus? C'est le RDPC. Ils y gagnent plus parce qu'ils savent qu'ils ont un candidat qui ne peut pas faire campagne, qui ne peut pas mobiliser les Camerounais parce qu'il a une incapacité de le faire. Ils savent aussi qu'ils ont un candidat qui présente un bilan désastreux, incapable de regarder les Camerounais dans les yeux et de défendre ce bilan-là. Alors, ce genre d'artifice leur profite beaucoup plus. Mais ça ne signifie pas que nous devons laisser passer. Nous devons nous lever et nous insurger contre toute injustice. Justement, M. Guidjol, on a vu des leaders prendre la parole après ce qu'a vécu Saturoma. On a vu Jean-Michel Ntieux, on a vu d'autres leaders, mais on n'a pas beaucoup vu le SDF. Je crois que François ne va pas m'amener à dire ce que je ne veux pas dire. Ou alors aussi, François, moi j'ai toujours dit, moi ici je suis un homme politique. Je crois que tu ne l'es pas. Nous n'avons pas la même analyse de la situation. Et le SDF est un parti qui se veut respectueux de la République et des lois. Et vous le savez, et comme je l'ai dit, le SDF a beaucoup appris de ses erreurs. Alors c'est pas prendre la parole de manière publique et à tous les coups et à toutes les occasions qui veut dire qu'on ne fait rien. Et nous suivons très bien l'évolution de tout. Et nous analysons tout cela comme étant une stratégie bien huilée. Vous savez que
le SDF, à cause de son action, a quand même fait beaucoup bouger les lignes dans plusieurs domaines. Beaucoup bouger les lignes, que ce soit dans la lutte contre le détournement des fonds publics avec le Mouchipoug et puis tout ce qui s'ensuit, la création de TCS et autres, que ce soit même des sacrifices humains de sang le 26 mai pour que le SDF naisse avant même le 26 mai 90. Et ça, vous le savez, cela participe du combat que nous menons pour les libertés. Ne pas laisser un citoyen voyager comme c'est le cas avec Issa Chilombo, que vous voulez que je le dise, c'est peut-être une entrave aux libertés, mais si tant il est vrai qu'il y a des usages et tout, ou les correspondances, il faudrait. Mais je veux dire, cette mise en retrait, est-ce que ça sert au SDF? Nous ne pensons pas que pour nous, dans notre stratégie, parce que nous voulons conquérir le pouvoir suprême le 12 octobre, nous ne pensons pas que cela doit à tout moment nous amener à réagir. Monsieur Chiroma, nous l'avons rencontré il y a quelque temps. Les deux parties se parlent, nous parlons, nous observons ce qui se passe, mais nous continuons à dire, par expérience, que cela participe d'une stratégie assez huilée et nous appelons le peuple à la vigilance. À la vigilance en ce sens que si le peuple va suivre cela dans le sens voulu par le pouvoir, il y aura de l'abstention. Si le peuple va suivre cela, ce n'est pas une affaire d'individu. Nous voulons un président de la République au soir du 12 octobre, autre que M. Biya, mais nous disons que ce président de la République doit être issu de la volonté de la grande majorité des Camerounais. Ça doit se passer dans les urnes et, comme on le dit, par la paix. Il ne faudrait pas, parce que je l'ai dit, si demain nous avons encore, nous retenons le souffle demain, parce que nous entendons des annonces ci et là, que ce soit du côté du pouvoir où les préfets prennent des mesures visant plus ou moins à restreindre l'activité d'un certain nombre de citoyens dans la capitale économique demain et à mettre en garde quiconque. Est-ce qu'on présume déjà ou on présage de ce qui va arriver? On ne sait pas. Nous sommes, comme tous les autres, là, près de 25 interdictions de tenir des réunions et des meetings. Nous avons fait le tour du Cameroun. On était dans le centre, on nous a interdit de tenir des réunions au Bala et par-ci. On est allé à l'extrême nord, on a connu tout cela. Et quand nous nous connaissons, je n'ai pas entendu d'autres personnes le dénoncer. Ou peut-être nous-mêmes, on ne va pas se mettre à pleurer. Non, on prend acte, on essaye de contourner. C'est un mur. Nous avons devant nous comme un mur. Et la stratégie, c'est qu'il faut non pas essayer d'escalader le mur, il faut essayer de voir, de s'organiser comment contourner le mur pour atteindre notre objectif. Donc nous n'appelons pas à ce que les libertés continuent à être restreintes, sinon nous ne méritions pas d'être des héritiers de nos pères fondateurs qui ont donné de leur vie, de leur sang, toute leur énergie pour que les Camerounais aient le plus de liberté possible. C'est ce que nous continuons à faire, mais nous continuons à le faire peut-être pas dans le tintamarre voulu comme les autres, mais nous le faisons à notre manière et nous restons focus sur l'élection. Si nous nous arrêtons à ceux qu'on a interdit à un tel X ou un tel Y ne pas voyager parce que demain ils vont interdire. Mais est-ce qu'au finish, ça ne vous met pas en retrait de l'activité politique? Si je vous pose cette question, est-ce qu'au finish, ça ne vous met pas en retrait de l'activité politique? Est-ce que ça ne vous dessert pas la conséquence? En retrait, l'élection, si tu penses que le SDF peut être en retrait, non, la politique n'a pas commencé en 2013. Ni en 2018, la politique a commencé bien longtemps avant. Et le SDF est sur le champ politique depuis 35 années aujourd'hui. Donc le SDF a l'expérience de ce. Mais vous êtes d'accord avec moi que le SDF a perdu de sa force entre 2000, non, nous sommes entre 92 dont vous parliez aujourd'hui, entre 2013, entre 2013 et 2025. Nous sommes une association comme toutes les autres qui à un moment peut connaître des phases hautes, et après maintenant qu'on connaisse ça, c'est clair. Et le SDF est victime de ce que le régime de Yaoundé a créé, ce qu'on appelle aujourd'hui la crise anglophone. C'est beaucoup plus cela, parce que nous avons plus de 600 000 Camerounais qui n'ont pas pu s'exprimer en 2018 du fait des troubles de l'insécurité qu'il y a là-bas et qui aujourd'hui semblent revenir encore au plus haut niveau alors que nous allons aux élections dans 2 mois. Alors tout cela... Je veux dire même avant 2016, le nombre de députés du SDF, aussi bien, le nombre de parlementaires du SDF, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, même avant 2016, avait déjà... Non, oui, je dis que nous connaissons tout ce qui se fait. Oui. Et il faut comprendre, pour ceux qui font l'analyse, vous en faites, vous êtes journaliste, vous allez voir que la plupart des partis politiques qui sont nés du fait des complicités avec le régime ont beaucoup plus puisé dans le SDF.
Ça, il faut le connaître. Il y a beaucoup de leaders aujourd'hui qui étaient des militants du SDF. Il y en a qui ne sont pas partis de parce qu'ils ont été victimes de ci ou de ça, mais il va de soi qu'ils ont été, ces partis ont vu le jour pour fragiliser davantage le SDF qui continue pour le pouvoir à représenter non pas un danger, mais à être le sérieux concurrent qu'il redoute. Et donc aujourd'hui, nous avons pris les... Ce que vous dites, c'est que le SDF est le sérieux concurrent que redoute le pouvoir de Yaoundé aujourd'hui. Je dis et je répète, il faut que les Camerounais le comprennent. Nous sommes la seule véritable alternative pour le peuple camerounais pour reprendre la voie de la paix et la voie de développement. Parce que nous le disons, nous allons gagner l'élection le 12 octobre avec au sens ce que le RDPC semble organiser, appelé coalition. Nous sommes, nous, dans notre couloir, nous travaillons, nous, avec les partis qui veulent travailler avec nous sans bruit. Nous travaillons avec nous, avec les syndicats qui travaillent avec nous sans bruit. Nous avons lancé le Calamo, le mouvement travailliste camerounais, tout le monde le sait. Nous travaillons sereinement avec notre stratégie que nous ne voulons pas forcément, François, exposer parce que eux, ils veulent savoir ce que nous faisons. Oui. Ils veulent savoir pour continuer, comme tu l'as dit tout à l'heure, à pinailler dans nos rangs, à pinailler avec ceux avec qui nous voulons travailler. Non, nous ne voulons pas leur donner sauf que oui, vas-y. Permets-moi au moins d'être nostalgique. Et le temps de la campagne arrive. Oui, elle est là, d'être nostalgique. Si nous n'y sommes pas encore, ils sont presque. Voilà. Oui, non, le temps de la campagne arrive parce que le CNC a tenu à rappeler aux journalistes que nous ne sommes pas encore en campagne électorale. Allez-y, oui, je voudrais me permettre d'être nostalgique de cette belle époque du SDF, du charismatique John Fundi qui portait le fer, qui haranguait, qui politisait les masses. Moi, je crois qu'il y a une rupture. Il y a une rupture de fait et même une rupture de positionnement. Est-ce qu'il y a un embourgeoisement de votre parti? Je n'en sais rien. Toujours est-il que votre posture et votre façon de vous exprimer aujourd'hui, Léla le disait tout à l'heure, on vous sent un peu en retrait. Je ne nie pas le fait que vous soyez sur le terrain. Mais dans le lyrisme, dans votre déploiement, dans votre positionnement, on sent une mollesse qui peut faire penser à une complicité, un acquiescement de cette dictature-là. Et je crois qu'il faudrait, à mon humble avis d'analyse, que le RDPC... le SIF. Bon, le SIF, voilà, essaye quand même de peut-être pas de s'amender, mais de retrouver un peu cette énergie-là révolutionnaire, même si je mets révolutionnaire entre guillemets, cette énergie qui a bâti ce parti, qui nous a emporté, qui a façonné la démocratie camerounaise. Vous voyez dans cette posture, me désole un peu. Non, la vérité c'est que, si tu permets, la vérité c'est que nos pères fondateurs ne sont plus là. Nous ne sommes que leurs héritiers. Ça, mais ne trahissez pas leur héritage. Et nous allons vous dire, parce que ceux qui ne le savent pas, quand le SDF commence à écrire, quand des gens sur le dos commencent à rédiger les textes autour des années 88, Joshua aussi, par exemple, vous parlez de lui, est là. Il est là, déjà. Il est là, donc les textes, quand on les rédige, il est là. Oui. Quand on lance le mouvement 90, il est là. Et il continue à être là. Et aujourd'hui, il est passé par toutes les marches. C'est-à-dire président de cellule, président de circonscription électorale, président régional, deuxième vice-président national, premier vice-président national et aujourd'hui président national. Il a été conseiller municipal, il est député depuis le mandat, il est question de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un homme politique aguerri. Est-ce que le problème, c'est que vous n'avez pas su reprendre le flambeau des pères fondateurs? Aucune association d'hommes, ou alors toute association qui ne se veut pas dynamique, est appelée à disparaître. Le SDF intègre la nouvelle donne, et la donne qui voudrait aujourd'hui que, le peuple, dans sa grande majorité, se rajeunit davantage, et en interne, nous avons intégré cela, et nous avons beaucoup plus pour nous le souci de la discipline. Nous sommes le seul parti à pouvoir mettre dehors en une journée 34 au cadre, peut-être du fait que ceux-là n'ont pas... vous dites mettre dehors, pourtant, en ce moment, vous parlez d'auto-exclusion, mais là vous dites... Oui, ils se sont mis en état d'auto-exclusion, et nous avons entériné cela. Pourquoi? Parce que si tu parles d'embourgeoisement, par exemple, au SDF, il y a des gens qui sont arrivés là
qui sont devenus des députés, qui sont devenus des sénateurs du fait du SDF, mais qui ont passé le temps à s'embourgeoiser et à ne pas continuer plutôt à implanter, à faire implanter le parti comme cela se devait. Et le président John Fundi et le NEC ne pouvaient pas continuer à supporter cela. Il faut penser, comme tu le dis, et c'est ce que Joshua aussi fait en ce moment, avec le NEC, avec tous les responsables, c'est-à-dire faire le tour du Cameroun. John Fundi a fait 22 fois le tour du Cameroun. Joshua aussi, je crois, l'année à la 7e fois aujourd'hui, en tant que président national. Dans les 22 fois où John Fundi courait partout au Cameroun, Joshua aussi était dans sa suite. Donc, le temps de la campagne n'est pas encore arrivé. Nous avons repris cela, nous continuons à ramener le SDF à son niveau, et ne doutons pas que dans les tout prochains jours, le taux de ralliement tel que nous le voyons là, ça va casser la baraque. Merci, M. Nguidjo. Ici au 12 octobre. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, le temps de campagne. Rassurez-vous. Le temps de campagne n'est pas encore arrivé, donc on va éviter de rentrer dans la campagne. On va simplement commenter, analyser les actualités. On va prendre cette petite vidéo qui revient justement sur l'arrivée de Mac Brice au Cameroun. Je vous l'ai dit, en deuxième sujet d'entrée, on parle de cette arrivée en grande pompe, reçue en grande pompe justement. On prend la vidéo et puis on se retrouve juste derrière. En grande pompe à l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Docteur Patrick Riffoé, qu'est-ce qui, selon vous, justifie un tel accueil? Vous permettrez que je fasse une petite incise avant de revenir sur l'autre question. Allez-y. Parce que François a fait deux allégations qui me semblent quand même problématiques. Je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent que sur Paul Biya, la politique camerounaise, ce que Coca-Cola a l'univers du soda. Oh. Oui. Il n'a pas besoin d'en faire plus. Parce que moi, j'ai eu la chance, j'ai entendu Moïse parler des 7 tours du Cameroun que l'actuel chairman du SDF a fait. Moi, je vais aussi dans l'arrière-pays, je le connais. Et il y a de nombreux coins dans ce pays où on ne connaît que Paul Biya. C'est-à-dire, Paul Biya, c'est une marque qui se suffit à elle-même. Mais en plus de cela, c'est le président de la République. Je veux dire, c'est le président de la République. C'est normal qu'on le connaisse, c'est le président de la République. C'est un atout. C'est un atout qu'il ne faut pas négliger. Je voudrais simplement... Ou alors vous vouliez que des Camerounais ne connaissent pas qui est le président? Je voulais simplement indiquer, je voulais simplement indiquer à François que le président a une longueur d'avance sur ses challengers. Et c'est une longueur d'avance qui est significative. Et pour en revenir à ce qu'il a dit, souvenons-nous des élections municipales et législatives de 2020. Au sortir de ces élections, l'UNDP, dans le septentrion, c'est 17 communes. Le FSNC, c'est 3. Dans ces 3 régions, il y a plus de 90 communes. Donc, le RDPC, parce que les alliances que nous avions sont des alliances sur la présidentielle. Pour ce qui est des élections locales, chacun se bat avec ses moyens. Et nous n'avons jamais été ridicules dans le septentrion. Donc, ceux qui prétendent que ça va être la Bérésina, parce que... en gros, vous n'aviez même pas besoin de ces alliés. Le ministre, ce sont les résultats. Écoutez, regardons les chiffres. C'est-à-dire, les hommes peuvent mentir, pas les chiffres. Regardons froidement les chiffres. Regardons froidement les chiffres. Donc, ceux qui s'imaginent, on regrette toujours quand on a des alliés qui s'en vont. Écoutez, ça ne va pas entraver la marche du RDPC. Et nous nous sommes mobilisés pour faire élire le président haut la main. Pour revenir à votre question, effectivement, on a vu là une manifestation.
j'ai le sentiment qu'elle est spontanée. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle est spontanée? Je ne sache pas qu'il y ait eu un dispositif qui visait à mobiliser. En tout cas, moi, je n'ai pas vu des gens appeler à la mobilisation pour aller accueillir Mac Brice. Donc, des Camerounais se sont levés, ils ont fait des pancartes merci Paul Biya pour aller accueillir... C'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure. C'est une hypothèse qui vous arrange. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure, puisque nous ne savons pas, on peut conjecturer, vous permettez. Donc, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure, et ça se fait quand même dans un contexte où on a bien vu qu'il y avait une situation critique entre la fédération, le sélectionneur national et le MINSEP. Une situation qui nous rappelle des moments sombres de la gestion de notre équipe nationale qui ne sont pas si lointains que ça. Bon, je pense que ça a ému la population camerounaise qui a quand même un attachement particulier à cet individu que nous appelons souvent affectueusement la brocante belge, dont les résultats sont des résultats que nous considérons comme étant satisfaisants. Donc, dans cette situation où certains cherchaient à le corneriser, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose que des citoyens soient allés lui souhaiter la bienvenue et lui rappeler qu'il continue à être chez lui et qu'il avait non seulement la confiance des autorités, ce qui a été réitéré, mais qu'il continue à avoir. Est-ce que le but c'est de le mettre, de l'élever au niveau de cette icône nationale qui, on va se le dire, à chaque fois qu'il fait des sorties au Cameroun, justement, il y a une foule immense qui l'accompagne. Non mais écoutez, de façon, on va dire aussi spontanée. Ce n'est pas une course à l'échalote et il me semble qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, écoutez, que cette icône-là fasse courir les Camerounais n'empêche que d'autres personnes fasse aussi courir les Camerounais. Mac Brice semble avoir réussi à gagner le cœur d'un certain nombre de citoyens camerounais qui le lui rendent bien en allant l'accueillir quand il arrive. Parce que avant que Mac Brice n'arrive, notre équipe nationale était quand même au fond du trou. Là, on commence à revoir le jour. François en parlera certainement plus que moi, mais moi j'ai le sentiment qu'il a ramené une forme de sérénité dans le vestiaire. J'ai le sentiment qu'il y a des résultats qui suivent. Il faut le laisser travailler et ceux qui ont voulu profiter d'une situation floue pour le débarquer, je pense qu'ils ont bien compris. Je rappelle que sur la CRTV, il n'a pas répondu à la question. On lui a posé la question, est-ce que vous avez démissionné? Il n'a pas donné de réponse. Non, mais Madame Léla... Il a dit, tout ça est passé. Non, tout ça n'est pas passé. Parce qu'il n'a pas répondu. Le principal intéressé n'a pas répondu. Non, je préfère dire tout ça n'est pas passé parce qu'il y a un cabinet d'avocats qui a porté plainte. Parce que manifestement, il y a une manipulation derrière cette vraie fausse démission. Et donc, il a porté plainte. Il faut laisser les enquêtes se poursuivre. Il y a des soupçons qui se portent sur un individu qui serait à l'origine de ce courrier-là. Parce que Mac Brice ne reconnaît pas avoir produit ce courrier. Mais laissons les enquêtes se poursuivre. Donc, le fait qu'il ait dit que tout ça est derrière nous ne signifie pas qu'il n'y aura pas de suite. Il y a des suites judiciaires. Non, mais je veux dire, il aurait pu simplement dire non, je n'ai jamais démissionné. Non mais écoutez, s'il n'avait pas démissionné. Non mais écoutez, si Mac Brice est là, cela. Avez-vous la question était fermée. Avez-vous démissionné? C'était oui ou non? Mais si Mac Brice est là, cela signifie qu'il n'a pas démissionné. Moi, je me souviens d'ailleurs que l'actuel président de l'Africa Foot avait démissionné formellement et qu'il en a été empêché ou alors qu'il a été retenu par les membres de son comité exécutif. Personne n'a fait une esclandre là-dessus. Vous pouvez aller déposer votre lettre de démission. Prenons cette hypothèse, c'est l'hypothèse limite. Vous avez vu également le deuxième courrier, où dans le deuxième courrier, il reconnaissait quand même qu'il y avait des problèmes avec son salaire. Vous avez vu le courrier qu'il a su. Écoutez, vous êtes dans le secteur des médias et c'est un secteur dans lequel, en raison de la situation économique, on a de nombreux journalistes dont les salaires ne sont pas souvent versés à jour. Est-ce pour autant qu'ils démissionnent simplement parce qu'il y a 2 jours de retard sur le versement du salaire? Je précise qu'il y en a qui sur 12 mois sont payés 4 ou 5 mois seulement. Mais ils ne démissionnent pas pour autant. Donc, prendre prétexte... Je veux dire, l'un des paragraphes de ce second courrier laisse entendre qu'effectivement, il y avait des problèmes avec son contrat, avec son salaire. Madame Léla, je reprécise que le fait qu'il y ait 1 ou 2 jours de retard sur le versement d'un salaire ne va pas forcément entraîner la démission d'un collaborateur. Parce que la collaboration, c'est un tout. Ce n'est pas simplement le traitement salarial. Très bien. Parce que dans le cadre de Mac Brice, vous savez, Mac Brice est pris en charge par
le gouvernement, mais il faut que le gouvernement vire l'argent à la fédération qui ensuite doit lui virer de l'argent. Donc, c'est une procédure dans laquelle il peut y avoir de temps en temps des retards. Et nous avons parfois eu des coachs, comme je disais, moi je ne suis pas spécialiste du domaine, François le sait, je crois qu'on a eu des coachs qui parfois ont mis 6 mois sans salaire, mais ils n'ont pas pour autant démissionné. Donc vous pensez vraiment que Marc Brice, parce que moi j'ai le sentiment que depuis qu'il est au Cameroun, il a fait l'objet de nombreuses sollicitations. Donc, si c'était même une question financière, il serait parti en considérant qu'il prendrait plus d'argent ailleurs. Donc, si Marc Brice est resté au Cameroun, c'est pas simplement pour des questions financières. Je pense qu'il considère qu'il a un bon coup à faire avec cette équipe. On a une génération avec des jeunes qui montent et donc il préfère faire des résultats avec l'équipe nationale que d'aller prendre l'argent, je ne sais pas moi, où, en Arabie Saoudite ou au Qatar. De mémoire de journaliste, un entraîneur a-t-il autant bénéficié d'attention médiatique? Je rappelle qu'il est passé plus d'une fois aux 20h de la télévision nationale, reçu par des hautes autorités de ce pays. De mémoire de journaliste, est-ce qu'un entraîneur a déjà bénéficié d'autant d'attention sans pour autant avoir ramené officiellement un trophée? Alors, a priori, est-ce qu'il y a des entraîneurs qui ont bénéficié? Oui, Claude Leroy a même été nommé conseiller du président de la République. Il ne faut pas. J'ai précisé également sans pour autant avoir remporté un trophée. J'ai précisé. Oui, bon, ça, ne balayez pas cette phrase de non, c'est un rôle central et essentiel. Qu'il soit au Cameroun, sélectionneur national, c'est extrêmement délicat. Et qu'il soit l'objet de l'attention des pouvoirs publics au plus haut lieu, ce n'est pas nouveau. Ça, il faut le dire, ce n'est pas nouveau. Dans cette proportion, non. Et je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Oui. Première chose, moi, j'estime que tu m'as un peu piégé parce que ce sujet n'était pas dans le conducteur que tu m'as envoyé. Et les gens comprendraient bien pourquoi. Pas que je n'ai aucune gêne à parler des problèmes de l'Africa Foot ou bien des problèmes du sport camerounais. Mes positions sont connues et je crois qu'officiellement, puisqu'on a eu des amis ici qui ont retourné leur veste plusieurs fois, officiellement, je vais vous redire ce que j'ai dit à mon ami Jean-Bruno Tagne avant qu'il ne s'exile. Je serai le dernier Camerounais à dîner avec Samuel Eto'o. Vous ne me verrez jamais avec lui. C'est une question de principe. Vous verrez là où je vais en venir. Donc, vous verrez là. François, permettez quand même que je vous dise que d'autres avant vous, que j'ai reçus sur ce plateau, ont eu des attitudes encore plus dures que les vôtres, des positions encore plus dures que les vôtres envers Samuel Eto'o, et qu'aujourd'hui, ils ont retrouvé. Ça, je le sais. Donc, permettez-moi, ce que vous dites avec des pincettes. Je vais vous dire pourquoi ça n'arrivera pas chez moi. Dites-nous. Parce que j'ai fait 4 ans à étudier le personnage et j'ai produit un livre de 416 pages. Je connais très bien la bête. Je ne succomberai pas. Un très beau livre. Hein. Bon, que les gens n'ont pas lu. Les gens se sont arrêtés malgré tous les efforts de là pour en faire la promotion. Le principal personnage à n'avoir jamais lu, c'est Samuel Eto'o. Ça vous résume un peu le personnage, l'homme. Maintenant, revenons à ce que l'on voit là. Je veux commencer par ce que ces images montrent, ces images disent, et ce que ces images... Après, j'évoquerai ce que les images ne montrent pas et ne disent pas. Alors, Marc Brice, est-ce qu'il est un excellent... Enfin, excellent. Première chose, et c'est ce que le docteur Rifo disait pour chuter.